martelé par la presse et par les autorités, la fonction de l'affect, de la réaction sensible, est, dans ce genre de situation, inévitable et en un certain sens indispensable. Il y a quelque chose comme un traumatisme, comme le sentiment d'une exception intolérable, comme ça, au régime de la vie ordinaire, qui est quelque chose qui s'impose en quelque sorte à tous et qu'on ne peut pas contenir ni même critiquer. Cependant, il faut tout de même savoir, ça prend départ de la considération sur l'état d'esprit, ce qu'on appelle l'état d'esprit, il faut tout de même savoir que cet inévitable affect, dans ce genre de circonstances tragiques, expose quand même à plusieurs risques. Risques qui ont déjà été soulignés, mais que je voudrais quand même rappeler pour indiquer ce que sera ma méthode. Je vois trois risques principaux à ce qu'on peut appeler la domination éventuelle de la dimension d'affect et de traumatisme dans cette affaire. Le premier, c'est tout de même d'autoriser l'État à prendre des mesures inutiles et inacceptables, à son propre profit, en un certain sens. Et c'est une conséquence pratiquement inévitable. L'État est brusquement mis sur le devant de la scène et il retrouve momentanément, il croit retrouver une fonction de représentation symbolique, d'unité de la nation, etc. Et puis, je reviendrai, qui permet de percevoir de mon personnel dirigeant une assez sinistre mais évidente jouissance de cette situation actuelle. Au regard de tout ça, il faut quand même garder une mesure, c'est-à-dire rester capable de mesurer dans ce qui est fait, dans ce qui est prononcé, ce qui est inévitable et nécessaire, et ce qui est inutile ou inacceptable. C'est la première précaution que je fais, une précaution de mesure au regard du caractère, encore une fois, je le répète, inévitable et indispensable de l'affect. Le deuxième risque de cette domination du sensible, comme ça, c'est de renforcer les pulsions identitaires. C'est un mécanisme naturel, là aussi. Il est évident que lorsque quelqu'un meurt accidentellement dans une famille, la famille se regroupe, se resserre, et en un certain sens se renforce. Et là, il est dit, il est montré que, comme il y a eu un véritable massacre en France, ceci est censé renforcer le sentiment national. Comme si, d'une certaine façon, le traumatisme est un traumatisme qui renvoie à une identité. D'où le fait que sortent les drapeaux tricolores et que Français, France, etc., est prononcé de toutes parts comme une composante évidente de la situation. En fait, à quel titre, puis qu'est-ce au juste que la France dans cette affaire? De quoi parle-t-on aujourd'hui? De quoi parle la France et les Français? En réalité, des questions très complexes. Il faut garder la conviction qu'elles sont complexes. C'est pas le mot France, le mot français, a aujourd'hui aucune signification particulièrement triviale, particulièrement évidente. Et puis, je pense qu'il faut faire l'effort contre justement cette pulsion identitaire qui est aussi une façon de renfermer l'événement terrible dans une sorte de faux semblant. Il faut absolument se souvenir, là c'est conjoncturel, que de tels meurtres de masse, qui s'appellent comme ça, de tels meurtres de masse effrayants, arrivent tous les jours ailleurs. Tous les jours au Nigeria, encore récemment en Irak, au Pakistan, en Syrie. Je vous dis aussi qu'il n'y a que quelques jours, plus de 200 Russes ont été massacrés dans leur avion saboté, sans que l'émotion ici semblait vraiment considérable. Peut-être qu'on les identifiait tous à Poutine.
Et c'est une, voyez-vous, je pense que c'est une des nécessités de la justice, d'élargir toujours autant qu'elle le peut l'espace des affects publics, de lutter contre leurs restrictions identitaires, de se souvenir et de savoir que l'espace du malheur est un espace que nous devons savoir envisager en définitive à l'échelle de l'humanité tout entière, et que nous ne devons pas clore dans des déclarations qui le restreignent à l'identité. Sinon est attesté à travers le malheur lui-même que ce qui compte, ce sont les identités. En définitive, ceci est une perception périlleuse de l'événement tragique lui-même, parce que, inévitablement, il transforme la justice en vengeance. Évidemment, la tentation de la vengeance en tant que subjectivité et action, la tentation de la vengeance dans ce genre de crime est une tentation, elle aussi, en un certain sens naturel. Il faut se rappeler que, du point de vue de la destinée de l'humanité tout entière et de ce qu'est la justice, la vengeance ouvre toujours un cycle d'atrocités. Des grandes tragédies grecques, on a opposé la logique de la justice à la logique de la vengeance. C'est le sujet fondamental de l'Orestie d'Échille. Et la restriction identitaire de la tragédie, c'est tout de même le péril de la concevoir comme une vengeance. Oui, nous allons à notre tour tuer ceux qui ont tué, voilà. Et peut-être, en effet, c'est inévitable le fait de tuer ceux qui ont tué, enfin, il n'y a pas lieu de s'en réjouir, il n'y a pas lieu de le clamer, de le chanter comme une victoire de la pensée, de l'esprit de justice. La vengeance est une donnée primitive. Et cela, c'est ce que déjà les Grecs nous ont appris il y a longtemps. De ce point de vue-là, je voudrais aussi m'inquiéter même de choses qui ont été saluées comme des évidences. Par exemple, la déclaration d'Obama. La déclaration d'Obama, qui n'avait l'air de rien, consistait à dire que ce crime terrible n'était pas seulement un crime contre la France, un crime contre Paris, mais un crime contre l'humanité. Très bien, mais les Obama ne déclarent pas cela à chaque fois qu'il y a un meurtre de masse de ce genre. Je ne le fais pas quand les choses se passent malgrainement dans un Irak devenu incompréhensible ou dans un Pakistan brumeux. Et donc, l'énoncé contient l'idée évidente que l'humanité est plutôt en France que le Nigeria ou en Inde et au Pakistan. C'est-à-dire qu'elle est contre l'Occident. Et ceci sera réarticulé sous une autre forme, sur laquelle je reviendrai, qui est la position des barbares et des civilisés. Il est tout de même scandaleux, du point de vue de la justice, de laisser entendre, même sans le vouloir, même indirectement, qu'il y a des parties de l'humanité qui sont plus humaines que d'autres. Et je crains que dans cette affaire, cela a été fait, et cela continue d'être fait. Je pense qu'il faut rompre avec l'habitude très présente, y compris dans la manière dont les choses sont racontées, présentées, disposées, ou ne le sont pas. L'habitude de penser qu'un mort occidental, c'est terrible, et que 1000 morts en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, ça n'est finalement pas grand-chose. Ça, c'est tout de même l'héritage de l'impérialisme colonial, c'est l'héritage des habitudes de l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, les pays avancés, pays civilisés, démocratie comme vous voulez, de se considérer comme représentant l'humanité tout entière et la civilisation humaine en tant que telle. C'est le deuxième péril. Et puis il y a un troisième péril qui est dans cet abandon éventuel à l'affect, qui est de faire exactement ce que les meurtriers désirent, c'est-à-dire obtenir un effet démesuré
occuper la scène interminablement et de façon anarchique et violente. Parce que le but de ce type de carnage, de ce type de violence abjecte, c'est de susciter chez les victimes, chez leur voisinage, chez leur pays, etc., de susciter une sorte de ce que j'appellerais un sujet obscur. Un sujet obscur à la fois déprimé et vengeur. Un sujet obscur à la fois déprimé et vengeur qui se constitue à raison du caractère de frappe violente et presque inexplicable du crime, mais qui est aussi une stratégie. Stratégie qui justement repose sur le fait que la raison va disparaître, l'affect va prendre le dessus, et que donc on aura le couple de la dépression abattue, je suis hébété, je suis choqué, je suis, etc., et finalement de l'esprit de vengeance qui va laisser faire à peu près n'importe quoi. Or, le sujet obscur, qui est souvent la construction des actes de ce genre, qui sont des provocations fascistes, c'est bien vrai, l'effet des provocations fascistes, c'est de provoquer chez celui qui est visé cet obscurcissement, ce sujet obscur, c'est un mélange de dépression et d'esprit de vengeance, et qui, il faut le dire, est capable à son tour du pire, comme par une sorte de fondamentale contagion. Alors, pour parer à ces trois risques, je pense qu'il faut parvenir à penser ce qui est arrivé. Il faut parvenir à le penser, et il faut partir de l'hypothèse assez dure, en fait, dans son exercice, qui est que rien de ce que font les hommes n'est inintelligible. Dire je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais, je ne peux pas comprendre, c'est toujours une défaite. Et c'est une défaite toujours très chère payée. On ne doit rien laisser dans le registre de l'impensable. C'est la vocation de la pensée pour pouvoir, entre autres choses, s'opposer à ce qu'elle déclare impensable que de le penser. Bien entendu, il y a des conduites absolument irrationnelles, criminelles, pathologiques, mais justement, ce qui est irrationnel, criminel et pathologique constitue pour la pensée des objets comme les autres, et il ne laisse pas la pensée dans l'abandon ou dans l'incapacité d'en prendre la mesure. La déclaration de l'impensable, c'est toujours une défaite de la pensée, et la défaite de la pensée, c'est toujours la victoire, précisément, des comportements irrationnels, criminels et pathologiques. Alors c'est pour ça que je vais tenter ici, devant vous, une sorte d'élucidation de ce qui est arrivé. Je vais en quelque sorte le traiter comme un des nombreux symptômes actuels d'une maladie grave du monde contemporain, de ce monde en son entier, et je vais essayer d'indiquer les exigences ou les chemins possibles d'une guérison à long terme de cette maladie, dont la multiplication des événements de ce genre dans toute une partie du monde est un symptôme particulièrement violent, particulièrement spectaculaire. Alors ça va commander le plan de ce que je vais vous dire, que je vais vous donner, sa logique. Je vais d'abord tenter d'aller de la situation d'ensemble du monde, telle que je la vois, telle que je crois qu'on peut la penser synthétiquement, d'aller de cela au crime de masse et à la guerre qui, du côté de l'État, a été prononcée ou déclarée. Et puis, ensuite, je vais aller de là, par un mouvement en quelque sorte inverse, à la situation d'ensemble, non plus telle qu'elle est, mais telle qu'il faut désirer, vouloir et agir, qu'elle devienne, pour que de semblables symptômes
disparaissent. Donc c'est un mouvement d'aller puis de retour entre la généralité de la situation du monde et l'événement qui nous importe, puis de l'événement qui nous importe à la situation du monde, mais telle, naturellement, qu'ainsi éclairée dans cet aller-retour, elle indique, en tout cas, un certain nombre de nécessités et de tâches. Alors ça me donnera 8 parties successives, et vous en avez pour un moment. D'abord, première partie, ce sera la structure objective du monde contemporain. Donc le cadre général de ce qui se produit, et qui encore une fois se produit ici, se produit ailleurs, quasiment tous les jours, la structure objective du monde contemporain, telle qu'elle s'est mise en place en réalité depuis les années 80 du dernier siècle. Alors, où en est notre monde du point de vue de ce qui s'est mis en place insidieusement, puis de façon hésitante, puis de façon acharnée, depuis à peu près un peu plus de 30 ans. Deuxièmement, j'examinerai les effets majeurs de cette structure du monde contemporain sur les populations. Sur les populations, sur leur diversité, sur leur enchevêtrement et sur leur subjectivité. Alors ceci me donnera mon troisième point, que concernant les subjectivités typiques ainsi créées, je les appelle comme ça, les subjectivités typiques de ce monde-là. Je ne parle pas que ce monde a créé aussi des subjectivités singulières, caractéristiques de la période, et comme vous le verrez, je distinguerai 3 subjectivités typiques. Et enfin, en quatrième point, et vous voyez bien que ça va nous rapprocher évidemment de l'objet propre de cet exposé, il y aura ce que j'appellerai les figures contemporaines du fascisme. Parce que, comme vous le verrez, je pense que les acteurs de ce qui s'est passé là méritent d'être appelés des fascistes, en façon de se renouveler et contemporaine. Alors, parvenu là, je vais remonter dans l'autre sens. Donc, ma 5e partie sera consacrée quasiment à l'événement lui-même dans ses différentes composantes. Et qui sont les cœurs, qui sont les agents de ce crime de masse, et comment qualifier leur action. 6e, la réaction de l'État et le façonnage de l'opinion publique autour des 2 mots France et guerre. Cette partie sera entièrement consacrée à la tentative de construire une pensée différente, c'est-à-dire de se soustraire à ce façonnage de l'opinion publique et à l'orientation de la réaction de l'État. Et la dernière partie portera sur les conditions éclairées par tout ça, également, ce que j'appellerais un retour de la politique, au sens d'un retour de la politique d'émancipation, ou d'un retour d'une politique disjointe, précisément, de toute inclusion dans le schéma du monde dont je serai parti. Alors, donc, la structure du monde contemporain, telle que, à la fois je la vois, et telle qu'elle va nous servir, évidemment, à éclairer ce qui est l'enjeu de cette série. Alors, je pense qu'on peut la décrire, grand trait, naturellement, autour de trois thèmes. 3 thèmes qui sont profondément intriqués, profondément emmêlés. D'abord, c'est une banalité affligeante, et à mon avis, dont les conséquences sont peu tirées. Depuis 30 ans, ce qu'il y a, c'est le triomphe du capitalisme mondialisé. Le triomphe du capitalisme mondialisé, c'est à la fois le retour
d'une sorte d'énergie primitive du capitalisme, qu'on a appelé d'un nom comme ça le néolibéralisme, la réapparition de ce qui est en réalité l'idéologie constitutive du capitalisme depuis toujours, le libéralisme. Je ne suis pas sûr que néo soit justifié. En tout cas, je ne crois pas qu'il soit si néo que ça. Donc le théorie du capitalisme mondialisé, c'est à la fois cela, une espèce d'énergie retrouvée du capitalisme, de la capacité au fond d'afficher de façon vraiment publique et sans la moindre pudeur, si je puis dire, ses caractéristiques générales, sa prétention à être le seul chemin possible pour le destin historique de l'humanité, qu'il a retrouvé avec joie. Puis mondialisé, ça c'est un peu une inflexion différente, c'est-à-dire le capitalisme installé maintenant, de toute façon, explicite et déployé à une échelle qui est l'échelle planétaire, et qui fait que ce capitalisme mondialisé est non seulement un capitalisme qui a retrouvé en quelque sorte son énergie dissolvante, nous verrons les effets de cette dissolution, son énergie dissolvante, mais qui aussi l'a étendue à des contrées, à des régions, de telle sorte que maintenant on peut considérer que tout cela constitue une maîtrise de l'ensemble de la planète. Le deuxième thème, c'est l'affaiblissement des États. Alors, évidemment, c'est une conséquence du premier, mais assez subtile à dégager et qui est tout à fait intéressante. Vous savez que, vous savez tous, vraiment, que l'un des thèmes les plus moqués du marxisme a été le thème du dépérissement de l'État. Le marxisme annonçait que la réorganisation de la société inclurait et déploierait en définitive une société sans État, une société que Marx appelait celle de l'association libre. Eh bien, nous assistons à ce phénomène tout à fait pathologique qui est un processus capitaliste de dépérissement de l'État. C'est ce que j'affirme. Et ce processus capitaliste de dépérissement de l'État, je vais tenter d'en dire les grands aspects, est un phénomène fondamental aujourd'hui, même s'il est masqué par la subsistance, pour un temps historique probablement assez long, de polarité de puissance assez grande, et néanmoins la logique générale du capitalisme mondialisé, c'est de n'avoir pas de rapport direct et intrinsèque à la subsistance d'États nationaux. Parce que, en vérité, son déploiement à lui est aujourd'hui transnational. Alors ça remonte assez loin. On a eu l'idée déjà dès les années 60 des modifications qui introduisaient le caractère multinational des grandes firmes. Mais ces grandes firmes sont devenues depuis des monstres d'une toute autre nature. Et enfin, le troisième point, c'est ce que j'appellerais les nouvelles pratiques impériales. Les modes d'action en force, si je puis dire, de l'extension mondiale du capitalisme. Les nouvelles figures de l'impérialisme, c'est-à-dire de la conquête de la planète au profit et comme base de l'existence du capitalisme lui-même. Alors je reprends ces thèmes l'un après l'autre. Bon, sur le premier point, je viens du capitalisme mondialisé, c'est une évidence, d'une certaine manière, dont tout le monde a présent à l'esprit. On peut dire qu'aujourd'hui, le marché mondial, c'est le repère absolu de l'historicité planétaire. C'est de lui qu'il est question à tout moment. On sait très bien que dès que la bourse de Shanghai a des frissons, le monde entier s'inquiète, semble terrorisé, se demande ce qui va arriver, et ainsi de suite. Et l'agressivité qui accompagne cette extension, ce caractère régnant du marché mondial, comme repère de l'historicité planétaire, cette agressivité est particulièrement spectaculaire. Nous assistons aujourd'hui à la destruction partout des tentatives antérieures d'introduire dans le capital une mesure. J'appelle une mesure les sortes de compromis passés, notamment dans la période de l'après-dernière guerre mondiale, entre la logique du capital et d'autres logiques. D'autres logiques qui pouvaient
peut-être des logiques de mesure, des logiques de nationalisation partielle, des mesures de contrôle ou de certains excès de la propriété privée, l'introduction aussi de mesures du type la possibilité pour tout un chacun d'accéder aux soins, des formes de limitation du caractère de l'exercice privé, des fonctions libérales, etc., etc. Tout cela, d'une certaine façon, est en train d'être méthodiquement détruit, y compris dans les pays comme était le paradigme. Je ne parle même pas des États socialistes de feu, les États socialistes, mais la France était un des pays qui était paradigmatique pour cela, et on détruit tout cela avec une application extrême. On a commencé évidemment par les dénationalisations, par les privatisations. Le mot est tout à fait agressif. Privatisation, c'est un mot qui désigne directement le fait que toute une série de choses qui étaient destinées au bien public doivent être restituées d'une certaine manière à la propriété privée comme telle. C'est un mot d'une agressivité extraordinaire, bien qu'il soit maintenant devenu une banalité. Et également, c'est de façon incessante, et il s'agit de la droite et de la gauche, aucune différence, que des pans entiers de la législation sociale sont défaits, qu'il s'agisse du code du travail, du sécurité sociale, etc. Donc, il faut quand même bien voir ce point, c'est-à-dire que la victoire objective du capitalisme mondialisé, c'est une pratique destructive, agressive. C'est pas simplement une expansion raisonnée ou raisonnable d'un système particulier de production. Et on ne peut qu'être inquiet de la faible résistance au regard de ces destructions excessives. Elle est localisée, elle est dispersée, elle est corporatiste très souvent, elle est sectorielle, elle n'avait aucune vision d'ensemble de la soutien. Et en réalité, la reculade est ininterrompue depuis 30 ans. Elle est ininterrompue depuis 30 ans. Alors, en réalité, tout cela fait que l'introduction de cette mesure proposant des formes de compromis surveillés nationalement ou politiquement de la logique du capital, entraîne que cette logique du capital est aujourd'hui libérée. C'est-à-dire le libéralisme est libéré, voilà. La libération du libéralisme. Et cette libération prend deux formes. La mondialisation, c'est-à-dire l'expansion ininterrompue, du territoire entier, comme la Chine, un territoire considérable, sont entrés de façon formelle dans cette logique, et aussi l'extraordinaire puissance de la concentration. C'est-à-dire ce mouvement dialectique caractéristique du capital qui s'étend et que, en s'étendant, il se concentre. L'expansion et la concentration sont deux modalités absolument liées l'une à l'autre du caractère protéiforme du capital. Des concentrations qui se poursuivent également en même temps que les privatisations et les destructions s'accélèrent. Vous l'avez tous remarqué, parce que c'est un côté un peu spectaculaire, la récente fusion de la FNAC et de Darty. C'est-à-dire la fusion du livre et du frigidaire. Ça, c'est la fusion capitaliste. Et elles sont symboliques et sont créées ainsi progressivement des pôles de puissance comparables aux États, sinon supérieurs à beaucoup d'entre eux. Bien voir ça. Ce sont des pôles de puissance financières, organiques, personnels traités, etc., etc. À travers ces mondialisations, des pôles de puissance apparaissent, qui sont transnationaux et qui ont donc un rapport diagonal aux États. Ils ne sont pas à proprement parler des choses sur lesquelles la souveraineté étatique va de soi. Ainsi qu'on peut constater que des firmes de dimension considérable, la plus grande firme française, Total, par exemple, ne paie aucun impôt en France. Donc son caractère français est difficile à assimiler. Bon, son siège social doit être quelque part à Paris. L'État, vous voyez, est décollé de ceux-là même qui se réclament de lui en termes de nationalité. Voilà. Et ça, c'est l'ensemble des processus objectifs qui sont quand même la structure même
structure dynamique, la structure historique dominante du monde contemporain. Et alors, il y a une victoire aussi subjective qui accompagne cette victoire objective. C'est le déracinement total de l'idée même d'un autre chemin possible. Ça, c'est d'une importance considérable. C'est-à-dire l'affirmation, en quelque sorte, stratégique qu'une autre orientation globale, systémique, de l'organisation de la production et du jeu social est pour l'instant pratiquement absente. De sorte que, y compris les propositions de résistance, les propositions de réintroduire la mesure, etc., se situent déjà dans une vision défaitiste du plan général. Elles ne seront pas inscrites dans une stratégie qui serait de reconquête de la territorialité d'idées, mais elles sont la nostalgie de l'époque des mesures. Et d'ailleurs frappant de voir que c'est le programme du Conseil national de la résistance qui est devenu le magnifique modèle nostalgique de la France. À l'époque, il y a eu un programme qui comportait des nationalisations, des sécurités sociales, etc. Oui, à l'époque, vraiment, on sortait du guerre mondiale, et deuxièmement, il y avait un puissant parti communiste. Ça qu'on le veuille ou non, c'était comme ça. Et maintenant, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, et la nostalgie de ce programme est une nostalgie au sens strict. C'est-à-dire une rêverie complètement décollée de cette victoire subjective spectaculaire, qui fait que, après tout, dans un temps assez court, la force existante de l'idée que, quelles que soient les difficultés, une autre possibilité existait, qui encore dans les années 60-70 des derniers siècles animait dans le monde entier des révoltés de tous ordres, cette idée est aujourd'hui à ce point malade qu'on a honte de la ressortir. Enfin, pas moi. Elle est criminalisée. Elle est criminalisée. Et sa criminalisation peut avoir des raisons, etc. Mais le but poursuivi par les tenants de la mondialisation capitaliste n'est pas un but éthique, comme ils font semblant de le faire croire. C'est un but de déracinement définitif, à leur avis, de l'idée d'une alternative. On est passé du deux à l'un. Ça, c'est fondamental. C'est pas la même chose quand sur une même question, il y a deux idées en conflit ou il n'y en a qu'une. Et cette unicité est un point fondamental du triomphe subjectif du capitalisme. À l'intérieur de tout cela, que dire des États? Les États sont en définitive les gestionnaires locaux de cette affaire-là. C'est-à-dire, ils sont la mission entre la loi générale que vient de dire et une situation particulière et définie par pays, coalition, État, État. Et il s'en faut de beaucoup que la norme de la puissance soit représentée par eux et eux seuls. Bien sûr, il existe encore des pôles étatiques constitués qui manifestent une certaine vigueur, des grands pôles de type États-Unis, Chine, etc. Mais même dans ces lieux-là, le processus général est celui que nous avons décrit. Ils ne sont pas porteurs d'autre chose. Comme je l'ai rappelé, de grandes firmes à la taille des États moyens, et il est très important que les banques elles-mêmes sont devenues des ensembles si considérables qu'on admet comme un axiome que leur chute est impossible. Too big, too faible. Trop gros pour chuter. C'est ce qu'on dit maintenant couramment à propos des grandes banques américaines, ce qui signifie d'une certaine manière que la macroscopie économique l'emporte en vérité sur la capacité étatique. C'est ce que j'appelle l'affaiblissement des États. Et non seulement les États sont largement devenus ce que Marx pensait déjà d'eux, savoir défendre le pouvoir du capital, mais je ne sais pas s'il n'a jamais imaginé d'avoir raison au point que la réalité d'aujourd'hui lui donne. Non seulement les États sont défendus le pouvoir du capital, mais d'une certaine manière,
il y a une espèce de discordance entre l'échelle d'existence des grandes firmes et l'échelle d'existence des États, qui, d'une certaine façon, fait que l'existence des grandes firmes est diagonale aux États. Elle ne se coïncide pas, ni à eux, ni à leur coalition. Elle les traverse, en quelque sorte, comme un régime de la puissance qui, d'une certaine manière, est décollé, décorrélé des États, même si ils continuent à s'en servir. Alors, ceci m'amène au troisième point, c'est-à-dire les nouvelles pratiques impériales. Alors, vous savez, l'impérialisme ancien, celui du XIXe siècle, était, lui, entièrement sous la coupe de l'unité nationale et de l'État-nation. Alors, ça a été, en fait, un partage du monde entre nations puissantes dans des réunions comme la réunion de Berlin en 1885, où du fait de la guerre, on découpait l'Afrique comme un gâteau, en disant ça c'est pour la France, ça c'est pour l'Angleterre, ça c'est pour l'Allemagne, etc. Et où on installait un pouvoir métropolitain de gestion directe des territoires, avec la complicité éventuelle de quelques notables locaux. Puis, il y a eu les guerres mondiales, il y a eu les guerres de libération nationale, il y a eu l'existence du bloc socialiste soutenant les guerres de libération nationale. Bref, tout ceci a progressivement mis fin, au cours des années 40, 50 et suivantes, à ce régime d'administration directe. C'est ce qui a été appelé le colonialisme au sens strict, l'installation d'un pouvoir métropolitain dans les régions dominées. Ceci étant, les tâches régaliennes de protection des firmes, de contrôle du circuit des matières premières, de contrôle des sources d'énergie, devait continuer à être assumé en partie par des moyens étatiques, ne peut pas être assumé uniquement par les moyens des mercenaires des firmes. Il y a donc depuis des années, voire des décennies, en réalité une activité militaire incessante. Il faut rappeler que les interventions militaires en Afrique dans les dernières années, il y en a eu plus de 50. Plus de 50. On peut dire qu'il y a eu un état de mobilisation militaire quasi chronique de la France pour maintenir son précaré africain. Et il y a eu aussi, comme on sait, des grandes expéditions, des conflits gigantesques, les guerres d'Algérie, les guerres d'État, et puis finalement la destruction de l'Irak, et puis ce qui se passe en ce moment. Donc, le point n'est pas la fin des interventions impériales, absolument pas. La question est d'une différence de modalité de l'intervention impériale. Que faire pour protéger tout cela, pour protéger, comme disent innocemment les journaux parlant de l'intervention française au Mali, je lisais, c'est une réussite parce qu'on y a protégé les intérêts de l'Occident. C'est dit comme ça. Au Mali, on protège les intérêts de l'Occident. On protège pas les Indiens. Donc, il faut concilier tout ça. Donc, il va y avoir une différence de modalité de l'impérialisme. Et ce que je pense, c'est que ce qui apparaît petit à petit, c'est l'idée que plutôt que de prendre en charge la tâche pénible de constituer des États sous tutelle de la métropole, ou encore plus des États directement métropolitains, une possibilité, c'est tout simplement de détruire les États. Et ça, c'est une possibilité du capitalisme mondialisé, dans sa désétatisation progressive, qui est que, au fond, on peut créer dans une géographie de zones franches, anarchiques, où il n'y a plus d'État, où par conséquent on n'a plus à discuter avec ce monstre redoutable qui est toujours un État, même s'il est faible, etc. Le risque permanent que l'État vous préfère un autre client, etc. Mais où tout le monde va opérer dans des zones franches ouvertes, où d'une certaine manière il y a une sorte de demi-anarchie, des bandes armées contrôlées ou incontrôlables, et où les affaires peuvent continuer. En réalité, il faut quand même bien se rendre compte que, contrairement à ce qu'il dit, ce qu'il se raconte,
les firmes, leurs représentants, les agents généraux du capital partout, peuvent parfaitement négocier avec des bandes armées, à certains égards plus facilement même qu'avec des États constitués. Donc il n'est pas vrai que l'anarchie étatique et les cruautés inimaginables qui vont avec, etc., soient nécessairement en contradiction formelle avec la structure du monde telle qu'elle est aujourd'hui. Tout le monde a pu constater que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on parle d'écraser Daesh, mais en réalité, jusqu'à présent, rien de réellement sérieux n'a été fait, c'était par les Kurdes. Eux sont sur place, ils ont des intérêts propres dans la région. Tout le monde se dit, oh là, oui, 300 000 hommes là-bas, c'est pas. Peut-être qu'il vaut mieux continuer à limiter la chose plus ou moins, et puis à traiter, à la ramener à son régime de traitement des affaires. Après tout, Daesh, ils vendent du pétrole. C'est une entreprise commerciale compétente. Ils vendent du pétrole, ils vendent des œuvres d'art, ils vendent beaucoup de coton. Ils ont une grande puissance productrice de coton. Donc ils vendent beaucoup de choses à tout le monde. Parce que pour vendre quelque chose, il faut être deux. Pas Daesh qui achète ce coton. Alors, tout ça pour dire que j'ai proposé le mot de zonage. J'ai proposé de dire que à l'impérialisme qui constituait des pseudo-pays découpés n'importe comment, mais qui avaient le statut de pays sous la tutelle de la métropole, on pouvait constituer, en Afrique, au Moyen-Orient, dans certaines zones d'Asie, on pouvait constituer des zones qui sont en réalité des zones de pillage non étatisées et dans lesquelles, sans doute, il faudra intervenir militairement de façon régulière, mais sans avoir en charge véritablement la gestion intégrale et lourde d'États coloniaux. Donc je pense que, pour récapituler tout ça, nous avons une structure du monde contemporain dominée par le triomphe du capitalisme organisé, nous avons un affaiblissement stratégique des États, voire même un processus en cours de dépérissement capitaliste des États, et troisièmement, nous avons de nouvelles pratiques impériales qui tolèrent et même encouragent, dans certaines circonstances, le dépeçage, voire l'anéantissement des États. On ne peut pas ignorer cette hypothèse si on se demande, par exemple, quel était l'intérêt véritable de l'expédition en Libye. On a détruit un État complètement, on a créé une zone d'anarchie dont tout le monde se plaint ou feint de se plaindre, mais après tout, les Américains ont fait la même chose en Irak, et donc dans des zones considérables, la pratique a été de détruire les États pour ne mettre à leur place pratiquement presque rien. C'est-à-dire des accords fragiles entre minorités, religions, là on a remplacé les sunnites par les chiites, etc. Et tout ça, ce sont des opérations non étatiques au sens sérieux du terme. C'est absolument évident. Alors, j'en viens maintenant aux effets sur la population, sur les populations de tout cela, de cet état du monde, dans son déploiement, sans résistance, sans alternative. Alors là, il faut quand même avoir la vision du effet sur les populations de tout ça, sans être trop obnubilé par notre situation strictement locale. D'abord, le développement inégalitaire est sans précédent. Même la droite s'en inquiète quelquefois. Cette inégalité si monstrueuse que on ne sait pas si on contrôle bien le système de ces effets. Il y a des chiffres fondamentaux qu'il faut connaître, qu'il faut que tout le monde connaisse, que tout le monde est dans sa poche, des chiffres fondamentaux qui sous-tendent quand même, ou bien appeler une logique de classe extrêmement stricte, extrêmement tranchée, et qui, d'une certaine façon, est telle qu'elle rend stupide ou impraticable la norme démocratique, même la plus formelle. Un certain degré d'inégalité, parler de démocratie et de norme démocratique n'a plus aucun sens. Alors je les rappelle, ces chiffres. 1% de la population mondiale possède 46% des ressources disponibles. 1%, 46%, presque la moitié.
10% de la population mondiale possède 86% des ressources disponibles. Et 50% de la population mondiale ne possède rien. Donc, la description objective en termes de population, en termes de masse de cette affaire, signifie que nous avons une oligarchie planétaire qui représente à peu près 10% de la population. Oligarchie qui détient, je répète, 86% des ressources disponibles. 10% de la population, ça correspond à peu près à ce qu'était la noblesse dans l'Ancien Régime. Voilà. C'est à peu près ça. C'est à peu près du même. Donc, notre monde, c'est un monde qui, à sa manière, restitue, reconfigure une situation oligarchique qui a traversé et connue il y a longtemps, et à laquelle, sous d'autres formes et sous d'autres aspects, il nous revient. Alors nous avons une oligarchie de 10%, et puis nous avons une masse démunie, à peu près la moitié de la population mondiale, et ça fait 60%. Le haut, 10%, l'oligarchie, le bas, la masse démunie, défaite, la masse africaine, asiatique, la moitié. Et il reste donc 40%. Ce 40%, c'est la classe moyenne. La classe moyenne qui se partage, péniblement, 14% des ressources mondiales. Donc là, on a une vision structurée assez significative. On a une masse démunie qui fait la moitié de la population mondiale, une oligarchie nobiliaire, si je puis dire, du point de vue de son nombre, et puis on a la classe moyenne, pilier de la démocratie, qui a 40% de population, se partage 14% des ressources mondiales. Alors, cette classe moyenne est largement concentrée dans les pays dits avancés. C'est une classe largement occidentale. Et elle est le support de masse fondamental des institutions locales du pouvoir démocratique, pouvoir parlementarisme. Je pense qu'on peut avancer, sans vouloir insulter son existence, puisque nous en participerons tous ici, n'est-ce pas? Mais ça nous fait une raison pour ne pas être lucide la concernant. On peut dire qu'un but très important de ce groupe, qui quand même n'a accès qu'à une assez faible partie des ressources mondiales, petit 14%, c'est de ne pas être renvoyé, identifié à l'énorme masse des démunis. Ça se comprend bien. Ceux qui n'ont rien. Voilà pourquoi, malgré tout, cette classe, prise dans son ensemble, est poreuse au racisme, à la xénophobie, au mépris. Ce sont des déterminants subjectifs menaçants constamment de cette masse moyenne, qui définit en un certain sens l'Occident, au sens large, la représentation qu'il a de lui-même, et qui alimente un sentiment de supériorité. C'est bien que la classe moyenne occidentale est le vecteur de la conviction que l'Occident, c'est le lieu des civilisations. Et quand on lit qu'il faut faire la guerre aux barbares, c'est évidemment au nom de ces civilités qu'on parle, en tant que les barbares sont issus, sortent d'énormes masses de ceux qui sont laissés pour compte. Alors ça c'est le premier point que je voulais indiquer, et qui est que dans cette vision du monde, on voit bien la position très singulière de la classe moyenne, notamment européenne. Elle est une plaque sensible de la différence, somme toute constamment menacée, en réalité, entre elle-même, la classe moyenne, et l'énorme masse un peu distante, un peu lointaine, de représenter aussi dans nos pays, qui a aussi ses représentants dans nos pays, de ceux qui n'ont pas grand-chose ou rien. Et c'est à elle on tient le discours de la défense des valeurs. Défendons nos valeurs. En réalité, défendre nos valeurs, ça veut dire défendre le mode de vie occidental de la classe moyenne. C'est ça.
c'est le mode de vie des 40%. Le mode de vie, donc Pascal Butler dit, il n'est pas négociable. Le mode de vie occidental n'est pas négociable. Et ça sera alors, donc, c'est une des raisons pour lesquelles l'affaire que nous parlons là est significative et traumatisante, parce que d'une certaine manière, elle frappe en effet en Europe, à certains égards, le ventre mou, pour l'instant, du capitalisme mondialisé, elle frappe en réalité au cœur de la masse moyenne, de la classe moyenne, qui elle-même se représente comme un îlot de civilisation dans un monde qu'il s'agisse en réalité de l'oligarchie si peu nombreuse qu'on la voit à peine, ou qu'il s'agisse de l'énorme masse des démunis, l'entoure, l'encadre et la serre de près, hein, cette classe moyenne. Et c'est pour ça que c'est vécu, disons, comme une crise de civilisation. C'est-à-dire comme un attentat porté à quelque chose qui, malgré tout, déjà dans son existence historique, naturelle, est menacé par les développements en cours, et auxquels, cependant, on se cramponne. Ça, c'est le premier des effets sur la population. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est très important ici, pour comprendre ce qui se passe, c'est que il y a dans le monde aujourd'hui un peu plus de 2 milliards de personnes dont on peut dire qu'elles sont comptées pour rien. Là, c'est même pas simplement qu'ils sont dans le registre des démunis, mais ce sont, c'est comptés pour rien par le capital. C'est-à-dire qu'aux yeux du développement structurel du monde, ne sont rien, ne devraient pas être là, même. Ça c'est mieux. Mais ils sont là même. Enfin, ils sont comptés pour rien, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils ne sont ni consommateurs, ni force de travail. Parce qu'il n'y a que deux manières d'exister pour le capital, si vous n'appartenez pas à l'oligarchie. Vous devez être un salarié, d'un côté, et puis ensuite vous devez dépenser votre argent en consommant les produits qui sont fabriqués par le capital. Donc votre identité, aux yeux du mouvement dominant du monde d'aujourd'hui, c'est la double identité de salarié et de consommateur. Et il y a 2 milliards de gens qui n'ont accès ni à l'un ni à l'autre. Ils n'ont pas accès au travail, et par la vraie conséquence, ils n'ont pas accès au marché non plus. Donc ceux-là, ils sont comme s'ils n'existaient pas. Du point de vue de la logique générale du monde, ils sont comme s'ils n'existaient pas. Et on commence à entendre une propagande sur le caractère extrêmement dangereux d'une invasion par ces gens qui n'existent pas, ou qui devraient pas exister. Et la logique qui entoure la question des mouvements migratoires, la question de la natalité en Afrique, etc., et concerne directement ce point, c'est-à-dire va-t-il y avoir une augmentation, une aggravation, un coût supplémentaire de ces gens qui sont déjà probablement plus de 2 milliards, pas rien, dans le monde, et que pourtant l'histoire du monde dans son développement actuel aurait tendance à se dire pour ne pas exister, pour ne pas avoir à exister, puisqu'ils sont ni en état d'être une force de travail, ni en état d'être consommateurs. Alors, en réalité, il faut être marxiste, là. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a des gens qui... Parce que le capital, dans son être propre, ne valorise la force de travail qu'à raison du fait qu'il peut en tirer des profits. Donc il n'est jamais certain qu'il puisse valoriser toute la force de travail disponible. Il y a eu déjà d'autres périodes de chômage de masse, dans les années 30. Et aujourd'hui, il semble que ce soit plus structurel que ça. C'est peut-être une impossibilité intrinsèque pour le capitalisme mondialisé d'être hors d'état de valoriser, sous la forme des profits qu'il en tire, la force de travail disponible. Peut-être que ça s'aggravera encore. Parce que le système des profits, qui sont la dynamique même du capital, rencontre une barrière créée par sa propre extension, de sorte qu'il aurait le devoir, la nécessité de valoriser une force de travail, ce qu'il ne peut pas faire. Il ne le peut pas pourquoi? Parce qu'il ne peut pas baisser la durée du travail. Et pourquoi il ne peut pas baisser la durée du travail? Parce que s'il la baisse, pour des raisons concurrentielles et des raisons de mécanisme de production de profit, il n'en tirera plus de profit.
peut considérer que probablement, aujourd'hui, pour avoir une valorisation raisonnable de la force de travail, il faut que le travail continue à durer aux alentours de 40 heures. Alors qu'il y a 2 milliards de gens qui n'ont pas de travail. Et probablement un peu plus. Donc, on pourrait calculer en sens inverse. On pourrait dire, compte tenu de la situation, un gouvernement mondial raisonnable et soucieux du bien public considérerait qu'il faut décider, comme imaginait Marx, que ça se ferait, que le temps de travail doit se ramener à 20 heures. Ce sera moins. Et évidemment, nous aurions une rapide absorption de cette masse énorme de gens qui ne peuvent pas accéder au travail. Marx avait étudié la question, il avait déjà su qu'un combat fondamental était le combat sur la durée du travail, central de ces propositions, parce qu'il voyait bien que pour arracher le travail à la domination du capital, il fallait pousser la chose, la diminution du travail, jusqu'au moment où le capital ne la tolérerait plus. Et on voyait que celui qui a vaincu, non seulement il ne la tolère plus, mais ceux qui ne peuvent pas rentrer dans ce cadre-là, ben, ils sont rien du tout. Ils sont peu. Donc, il y a une énorme masse de gens dans notre monde qui sont comptés pour rien. C'est un point qui est absolument nécessaire de prendre en compte, de comprendre ce qui se passe. Et, dernier point, la géographie de tout ça, et la répartition géographique de ces forces disponibles, comptées pour rien, etc., est évidemment liée au zonage. Dans les zones où la situation est anarchique, où l'État est absent, où circulent des bandes armées, finalement, on se résigne à ce que les populations qui sont là, eh bien, ne soient au sens strict, sans aucune défense instituée. Pourquoi les défendrait-on? Puisqu'elles ne sont ni consommatrices, ni forces de travail. Donc elles peuvent errer au milieu des bandes armées et vivre comme elles peuvent. En définitive, c'est leur faute. Ils sont rebelles au voie du monde. Ils sont rebelles au voie du monde, puisqu'ils ne peuvent pas les nourrir, les accepter. Ceci explique que des zones entières puissent être livrées à un gangstérisme politique de type fasciste. Ce qui ne serait pas le cas, il ne pourrait pas être le cas s'il n'y avait pas des milliards de gens qui sont comptés pour rien. Si tout le monde était, en fait, intégré dans les figures de la socialité ordinaire, de la société commune, ça serait impossible. Et la combinaison du zonage de la destruction des États et du phénomène de l'existence par millions de milliards de gens qui sont comptés pour rien conduit à l'existence dans des zones considérables, ce qu'on peut appeler une domination de type gangster, c'est-à-dire des espèces de firmes commerciales terroristes qui occupent des lieux inoccupés, vacants, si je puis dire, et créent là des figures fascisantes, coloration religieuse, je reviendrai sur la coloration religieuse. Alors, entre nous, tout de suite, la religion a toujours pu être un prétexte manipulé par les grands fascistes. Prenez simplement le fascisme espagnol. Le fascisme espagnol, c'est entièrement, se réclamait entièrement de la religion catholique. Les grandes armées de Franco étaient bénies par les évêques, etc. Et on parlait de la grande Espagne catholique qu'on avait substituée à l'Espagne républicaine. Donc il ne faut pas prendre ça trop au sérieux et faire porter le chapeau à l'islam, franchement. D'abord, je reviendrai tout à l'heure, d'abord la nature des banques en question est d'occuper un terrain capitaliste dévasté pour y installer un gangstérisme rentable qui ensuite pourra prendre les couleurs spirituelles les plus variées. Les religions ont toujours pu se combiner avec les pratiques mafieuses. Les mafieux elles-mêmes étaient souvent des catholicisme très respectueux.
Alors, dans cet élément-là, je voudrais en venir à des subjectivités typiques qui sont, sur cet horizon-là, qui sont créées. Qu'est-ce qui apparaît comme figure subjective? Alors, j'en distinguerai trois. Alors, par subjectivité typique, hein, je vous indique, je considère qu'il y a des choses qui sont des productions effectives de ce monde-là. Ce n'est pas toutes les subjectivités possibles, c'est celles que je considère comme étant induites ou produites par l'analyse mondaine. Alors, je pense que la subjectivité occidentale, on va faire ça, la subjectivité du désir d'Occident, qui n'est pas la même, la subjectivité occidentale, la subjectivité du désir d'Occident, et la subjectivité que j'appellerais nihiliste. Je pense que ces trois subjectivités, la subjectivité occidentale, la subjectivité du désir d'Occident, la subjectivité nihiliste, sont une création typique de l'état contemporain du monde. Alors, voilà. Et alors d'abord, la subjectivité occidentale. La subjectivité occidentale, c'est au fond la subjectivité de ceux qui se partagent les 14% laissés par l'oligarchie dominante. C'est-à-dire, c'est la subjectivité de la classe moyenne. Elle est d'ailleurs largement concentrée dans les pays les plus développés, c'est absolument normal. C'est là que les miettes peuvent être distribuées. Et c'est finalement la subjectivité partout dans le monde de ce qui est sous le nom générique de classe moyenne. Cette subjectivité occidentale, elle est, à mon avis, travaillée par une contradiction, telle qu'on la voit fonctionner. Dans un premier élément, c'est un très grand contentement de soi-même. Les Occidentaux sont très contents d'eux-mêmes. Ils s'apprécient beaucoup. Comme je rappelais notre poste de vie non négociable. Le il est tellement formidable qu'on ne peut pas le négocier. Il y a une arrogance historique, c'est-à-dire, évidemment, pas si longtemps que qu'on appelle l'Occident, on peut y inclure, de sorte que la représentation du monde moderne, c'est la modernité, c'est l'incarnation de la modernité et du mode de vie moderne. Ça, c'est un versant de la chose. Mais l'autre versant, c'est une peur constante. C'est-à-dire, on est très content de soi, mais la menace est là. La menace est là. C'est-à-dire la peur constante de quoi? Moi, je dirais, avec un matérialisme évidemment un peu brutal, la peur brutale de se voir balancer des 40% qu'on partage, des 14% qu'on partage du côté des 50% où il n'y a rien. C'est-à-dire le sentiment que l'histoire de ce privilège, parce que ce sont des privilégiés, ils savent qu'ils le sont, dans le monde tel qu'il est, hein, ils savent qu'ils le sont, la peur contente de ces privilégiés, c'est de perdre leur privilège, et peut-être, en effet, le thème est maintenant devenu un thème classique, peut-être y a-t-il quelque chose qui fait, dans les tensions actuelles du capitalisme contemporain, on ne pourra plus entretenir comme avant la classe moyenne. C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'on ne puisse plus lui donner 14%, mais seulement 12%, par exemple. Et que donc il y aurait ce qu'on appelle, ce qui a été appelé la paupérisation possible des classes moyennes, la pression exercée sur elles, etc., largement par la gourmandise grandissante de l'oligarchie. Parce qu'on sait bien que l'oligarchie réclame maintenant des profits beaucoup plus considérables qu'avant. Il faut que ça rapporte du 15%, sinon on n'est pas content. Enfin, ça, il faut que ce soit prélevé sur quelqu'un. Donc, nous avons une dialectique d'un extrême contentement arrogant de soi-même et d'une peur constante. Et alors, c'est ça qui définit l'art des gouvernements démocratiques. Aujourd'hui, l'art des gouvernements démocratiques, aujourd'hui, quelle que soit leur couleur, c'est de diriger cette peur qui anime leur base de la classe moyenne, non pas contre eux, les gouvernements, mais contre les représentants internes de la masse démunie.
Ça, c'est une opération majeure. Autrement dit, de faire comprendre à la classe moyenne, base de la démocratie. Vous savez, déjà Aristote disait que la classe moyenne était la base de la démocratie. C'était très ancien. Faire comprendre à la classe moyenne qu'en effet, il y a des risques, que leur peur est légitime, mais que cette peur est due non pas aux mesures sages du gouvernement, et à la gestion démocratique des affaires, mais à la pression exercée constamment sur la classe moyenne par l'énorme masse des démunis, et en particulier les représentants internes à nos sociétés de la masse des démunis. Ce qui est le linéament de l'organisation d'une sorte de guerre civile rampante, non, une guerre civile rampante, dans laquelle, au nom des intérêts civilisationnels de la classe moyenne, on désignerait quand même des représentants internes de la masse des ennemis chez nous, il y en a tout de même quelques millions, comme les responsables de la situation périlleuse dans laquelle se trouve la classe moyenne. Voilà, ça c'est pour l'idéologie, c'est pour ce que j'appelle la subjectivité occidentale typique, tiraillée entre contemplation de soi et peur constante, et objet des manipulations politiques, toujours tenter ces manipulations politiques pour esquiver leur propre responsabilité dans tout ça, de désigner les représentants de la masse des ennemis, la moitié de l'humanité, dans certains sens, comme ceux qu'il faut se méfier. Alors, ça c'est sur la subjectivité de ceux qui, en un certain sens, représentent le corps même de l'Occident. Maintenant, il faut voir ceux qui ne sont ni de l'oligarchie, ni de la classe moyenne, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni consommateurs ni salariés, ils sont situés hors du marché mondial, souvent. Hein, il faut comprendre qu'ils sont constamment exposés au spectacle de l'aisance et de l'arrogance des autres. C'est un effet des médias, ça. Les médias universels. Les médias universels, ça accompagne l'expansion mondiale du capitalisme. C'est un phénomène absolument lié. Et d'ailleurs, ils sont concentrés dans les firmes multinationales gigantesques comme Apple, Google, etc. Alors, bon, non seulement la revue occidentale n'est pas négociable, mais il se montre à tout le monde comme tel. Il est exposé dans les médias, dans les films, par Internet, en et donc, ils ont le spectacle constant de l'aisance et de l'arrogance des autres. Et cela, en l'absence, que je finirai par dire, je l'espère provisoire, en l'absence d'une issue idéologique et politique d'ensemble. Qui voit ce spectacle, qui voit qu'il y a un noyau d'aisance, d'arrogance, de prétention à la civilisation, à la modernité, qui est établi, ça leur est communiqué constamment, et ils n'ont contre ça aucune ressource particulière dans l'état actuel des choses. Alors le résultat, c'est une frustration amère, très répandue. C'est un mélange classique d'envie et de révolte. D'où les deux autres subjectivités typiques. La première, c'est le désir d'Occident. Et alors la conclusion banale qui est de désirer ce qui leur est représenté, présenté, et par conséquent, c'est d'essayer d'adopter un comportement et une consommation de classe moyenne sans en avoir les moyens. Sans en avoir les moyens. Alors, ça donne aussi, évidemment, le flot migratoire. Une partie du flot migratoire est animée par le désir d'Occident. Le désir d'Occident, ça peut être aussi tout simplement le désir d'y aller en Occident. Je faisais si bien, parce que tout le monde y est content, les gens sont magnifiques, bon, allons-y. Nous, on ne voit rien de tel chez nous, allons-y, tout à fait normal. Ça, c'est le désir de l'Occident. Et c'est aussi des aliénations locales. C'est-à-dire des tendances à copier avec des moyens misérables, à copier les configurations, les modes de vie occidentaux. Alors on pourrait parler très longtemps de ce thème, des désirs d'Occident fondamentaux. Il y a des effets considérables. Alors ça, c'est la première figure. Et la deuxième figure, c'est un désir de revanche et de destruction.
évidemment, en couplage avec le désir d'imitation et de départ. Alors, le désir de revanche et de destruction, souvent exprimé dans des mythologies réactives, dans des traditionnalismes vantés, comme devant être défendus à tout prix contre ce mode de vie occidental, contre le désir de l'Occident. En fait, c'est en définitive le nihilisme de celui dont la vie est comptée pour rien. Et évidemment, ce nihilisme de celui dont la vie est comptée pour rien se constitue aussi contre le désir d'Occident. Parce que le désir d'Occident est son fantôme caché. C'est-à-dire que s'il ne donnait pas cours à son nihilisme agressif, c'est très bien qu'en réalité, il est déjà habité aussi par le désir d'Occident. Donc ces deux formes typiques, ces deux subjectivités typiques, la subjectivité du désir d'Occident et la subjectivité nihiliste de revanche, de destruction, sont appariées de certaine manière. Elles forment un couple. Et tout ça dans un contexte où rien n'est proposé, qui serait une levée collective qui affirmerait, organiserait la perspective d'une autre structure du monde. Vous voyez que tout cela reste en réalité interne à la structure du monde telle que je l'ai décrite. Alors ceci amène à voir sur le fond de ces singularités subjectives comment caractériser ce que j'appelle le fascisme contemporain. C'est tout le nom que je donne à ceux qui sont appelés les barbares. Alors, de manière générale, je pense qu'on peut appeler fascisme la subjectivité populaire qui est générée et suscitée par le capitalisme, soit parce qu'il y a une crise systémique grave, ça a été le cas dans les années 30, soit peut-être plus profondément sous l'effet des limites structurales du capitalisme, telles que je les ai décrites, telles de limites structurales du capitalisme mises en évidence par la mondialisation, justement. Mondialisation qui est à la fois une expansion, mais aussi une expansion qui révèle l'incapacité du capitalisme, par exemple, à valoriser l'ensemble de la force de travail disponible. Donc le fascisme, c'est une subjectivité réactive, intracapitaliste d'une certaine manière, puisqu'elle ne propose rien d'autre en réalité, mais c'est une subjectivité réactive qui impute au capitalisme, au fond, de ne pas être en état de tenir les promesses qu'il fait lui-même. Comme, d'une certaine façon, le déçu du désir d'Occident impute à l'Occident et devient l'ennemi de l'Occident, parce que, en réalité, son désir d'Occident n'est pas satisfait. Alors, on voit bien la corrélation entre les deux. Alors, ce fascisme est donc nourri de la réaction agressive, nihiliste et destructrice dont nous parlions, parce qu'il est aussi une sorte de répression intime et négative du désir d'Occident. Il est en un certain sens largement un désir d'Occident refoulé ou dénié, et à la place de quoi vient se situer une réaction nihiliste et mortifère dont la cible est précisément ce qui était l'objet possible du désir. Voilà, dans un schéma psychanalytique classique, il s'agit du sujet. On peut le définir comme une pulsion de mort, finalement, articulée dans un langage identitaire. Une pulsion de mort, mais qui s'articule, qui se parle dans un langage identitaire réactif. La religion est un ingrédient tout à fait possible. Hein. Comme je vous le rappelle, le catholicisme l'a été pour le fascisme espagnol comme la guerre civile, l'islam l'est aujourd'hui au Moyen-Orient, particulièrement là où le zonage impérial détruit les États. Et en même temps, c'est absolument pas le fond de l'affaire. C'est une forme de subjectivation, ce n'est pas le contenu réel de la chose. Le contenu réel est, en réalité, dérive réellement de l'omniprésence du désir d'Occident sous sa forme affirmée et explicite ou sous sa forme refoulée et mortifère.
La forme pratique de ces fascistes, c'est toujours la logique de la bande. C'est le commissarisme criminel, avec la conquête et la défense de territoires, où on a le monopole des affaires, le caractère spectaculaire de la cruauté, le pillage, et puis aussi, comme dans le cas des différentes mafias, le recyclage permanent des choses dans le marché mondial. Par ailleurs, ce n'est pas deux univers disjoints. Daesh, je vous l'ai dit déjà, est une grande firme commerciale, le vend du pétrole, le vend des hôpitaux, le vend de tout, le vend des tas de choses, le vend des armes. Tant que cette forme fascisante est en réalité interne à la structure capitaliste mondialisée, dont elle est en quelque manière une perversion. Et la perversion au sens où la perversion est toujours aussi une forme du sujet. Tout le monde sait que les firmes, non seulement les firmes, mais les clients occidentaux avérés, comme le gouvernement d'Arabie Saoudite par exemple, ne cessent de négocier avec les bandes fascistes moyen-orientales. Et elles négocient sur le plan de leurs intérêts propres. Alors on peut dire que tout ça est le revers de la frustration, évidemment, le revers de la frustration organisé plus ou moins militairement sur le modèle flexible de la bande mafieuse et avec des colorations idéologiques variables. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'elle propose aux jeunes. Qu'est-ce que tout ça, vraiment, quelle est la nature de la proposition faite aux jeunes à travers tout ça? Parce qu'après tout, ces tueurs, ce sont des jeunes et sont des jeunes d'ici. Ce sont des jeunes issus de l'immigration ouvrière, de la question. Parce qu'elle propose des jeunes dont la vie est sans perspective, c'est-à-dire qu'ils sont au fond à la marge à la fois du salariat et de la consommation et de l'avenir. Je pense que c'est un mélange, d'abord, d'un côté d'héroïsme sacrificiel et criminel, et on va être quand même, on va être quelqu'un comme un mafieux fier de l'être. Hein. C'est un héroïsme sacrificiel et criminel, les deux. Alors, ça veut dire tuer les Occidentaux, vaincre les tueurs des autres bandes, pratiquer une cruauté satisfaisante, conquérir des territoires, etc. Ça d'un côté, et de l'autre, des touches de satisfaction occidentale. Il faut savoir que Daesh paye assez bien l'ensemble de ces hommes, pas beaucoup mieux que ce qu'ils pourraient gagner normalement, si je puis dire. Et puis, il y a donc un peu d'argent, il y a des femmes, il y a des voitures, etc. C'est donc un mélange de propositions héroïques mortifères et en même temps de corruption occidentale par les produits. Et ça, c'est un mélange consistant qui fait que, qui a toujours été au fond une des caractéristiques des bandes fascistes. Alors, la religion peut parfaitement être la source identitaire de tout ça, en tant que justement elle est un référent anti-occidental présentable, mais comme on voit, à la fin des fins, l'origine des jeunes importe assez peu. L'origine spirituelle, religieuse, etc. Ce qui compte, c'est le choix qu'ils ont fait quant à leur frustration. Et ils vont être ralliés éventuellement au mélange de corruption et d'héroïsme sacrificiel à raison de la subjectivité qui est la leur, pas à raison de la condition historique, dont on a étudié d'ailleurs que dans la plupart des cas de type Daesh, etc., elle est terminale plutôt qu'inaugurale. Et elle est quelque chose qui vient nommer, structurer et lier tout ça, et au niveau du désir véritable, il est composé de façon complexe, comme je l'ai dit. Alors, ça m'amène à la partie qui sont dans ces conditions les tueurs, que dire de leur âge. Alors disons, les tueurs sont de jeunes fascistes, au sens que je viens de dire, issus de l'immigration ouvrière. Et au fond, une comparaison que je fais assez volontiers, c'est entre eux et certains, en tout cas, des miliciens en France de la dernière guerre. Des bandes de jeunes miliciens collabos des Allemands. Là aussi, il y avait l'aspect viva la muerte, il y avait l'aspect on fait n'importe quoi, on est armé, on
peut tuer des gens, on peut les torturer, etc. Il y avait ça. Il y avait aussi la cruauté affichée. Et puis il y avait des tas de petits profits de type belle vie, voiture, fric, filles, etc. C'est donc le même mélange, le même ingrédient, et je pense que la bande fasciste, de ce point de vue, a toujours cette caractéristique. Alors tout ça est absolument capté par une logique politique. Ça n'est pas une politique, ça n'est pas une logique politique. Et c'est capté par une logique politique de scission interne, que j'appellerais une scission interne. Au fond, qu'est-ce que c'était que les miliciens? C'était des Français, et c'était des Français de guerre civile contre les intérêts nationaux les plus évidents. Parce que c'est la collaboration, notamment. Donc, il y avait quelque chose de clivé là-dedans. Ils se réclamaient abondamment la France, Pétain, la France, alors qu'ils étaient en train de travailler, y compris dans des conditions sordides, contre tous les intérêts nationaux et élémentaires qui ne sont pas être occupés par la puissance étrangère, etc. C'est ce que j'appelle la scission interne. Et alors, les Turcs d'aujourd'hui, là, ils sont, en un certain sens, de typiques produits du désir d'Occident frustré, c'est-à-dire de gens habités par le désir d'Occident réprimés et frustrés, et qui s'imaginent être des anti-occidentaux, alors qu'ils sont un des symptômes nihilistes, finalement, de la vacuité aveugle de la vie mondialisée, de son incapacité, de son impéritie à compter tout le monde pour quelque chose dans le monde tel qu'il est. De ce point de vue-là, c'est pour ça que je l'ai caractérisé. Alors leur acte, à mon sens, n'est pas mal qualifié. Enfin, les mots, là, j'ai eu un bon article de l'écrivain américain Richard Ford disant que cette affaire, les mots, c'est très important. Alors, c'est une manière de refaire tout ça, d'expliquer pourquoi l'attentat n'est pas bon, terroriste, etc., la France, la guerre, enfin, tout le lexique utilisé. Et là, je ne pense pas que leur acte est un attentat. Un attentat, c'est ce qu'organisaient les résistants contre les occupants nazis et leurs complices pétainistes. Ça s'appelait des attentats. En fait, si on voit l'affaire telle qu'elle s'est déroulée, c'est pas une affaire vraiment organisée ni militaire, c'est une affaire foireuse. Et elle peut l'être, pourquoi? Parce que les gars ont décidé que leur vie ne comptait pas. C'est le ressort absolu de ce genre d'affaires. Leur vie à eux ne compte pas. Et parce que leur vie ne compte pas, la vie des autres ne compte plus non plus. Ça se passe. Et donc, c'est vraiment le nihilisme qui est le ressort de tout ça. C'est la capacité de considérer que, on va cramer sa vie, quoi. On va cramer sa vie dans un héroïsme ridicule et artificiel et en même temps scandaleux et atroce, après avoir sans doute baroudé par-ci par-là, touché à des personnes, etc. Donc, c'est pas vraiment un attentat, c'est un attentat de dire une pratique réfléchie, décidancible, prévoyant des moyens de repli, etc. Moi, je pense qu'il faut l'appeler un meurtre de masse, dans lequel le meurtrier s'inclut lui-même. C'est un point très important. Donc c'est un meurtre de masse horrible, et dans lequel, point tout aussi horrible d'ailleurs, le meurtrier s'inclut lui-même dans une forme suicidaire qui porte à son comble l'instinct de mort. Alors il n'y a plus rien, ni légitime, ni assassin. En la matière, c'est un acte atroce et criminel, il faut le qualifier comme ça, c'est un acte fasciste, atroce et criminel. Enfin, si barbare, c'est le mot à adopter, les barbares, la guerre aux barbares. La guerre aux barbares, c'est la guerre de l'humanité, les barbares. Barbare, c'est toujours une vision de la guerre de l'humanité. Si barbare s'oppose à civilisé, même au regard de cet acte qui est atroce et criminel, et il n'y a aucune autre raison que l'arrogance occidentale de le registrer à la barbarie contre ce qui serait nos valeurs. Parce que peut-être c'est le moment de rappeler que les tueries occidentales sont aujourd'hui permanentes et extraordinairement sanglantes. Donc, si on découpe la chose là, si on compte les morts, si on compte les conditions de ces morts, etc., je donnerai 3 exemples, et on pourrait les multiplier. Les Occidentaux ont le pouvoir à l'heure actuelle d'assassiner les gens sans sortir de leur bureau.
avec les drones. C'est une pratique, c'est pas splendide. Bon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a fait des statistiques là-dessus. C'est-à-dire que pour une des cibles tuées, il y a 9 morts qui n'y étaient pour rien. C'est ça le drone. Donc, si vous multipliez les drones très vite, des centaines et des centaines de gens ont été massacrés pour rien. Pour rien. Donc, si on appelle barbare le fait de tuer des gens pour rien, nous, les Occidentaux en tuent tous les jours. Il faut le savoir. Et simplement, dans un cas, la barbarie, nous avons un ordre de masse assumé et suicidaire, l'atrocité est assumée et suicidaire. Dans le cas des civilisés, c'est un ordre de masse technologique, dissimulé et satisfait. La proportion des morts occidentaux dans les conflits explicites, en Irak ou en Palestine, c'est de 1 à 20 à peu près. Les Occidentaux sont allés d'ailleurs jusqu'à prétendre que ce qui était bien, c'était 0 mort de leur côté et tous les morts de l'autre. Ce qui est une pratique de la guerre très spéciale. Ils n'y sont pas arrivés tout à fait. Mais on a à peu près, si on compte les morts dans les conflits afghans, irakiens, c'est de 1 à 20 à peu près. Un mort occidental pour 20 morts de l'autre côté. Donc, cette disproportion, elle est enregistrée par les gens qui vivent ce genre de situation. Vous voyez comment c'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. Prenons sans même l'examiner en justification politique, mais l'affaire de Gaza. 2000 morts. 2000 morts, on sait qu'il y a 450 enfants. Alors, c'est civilisé, ça, parce que c'est des avions. Donc, je pense, je dis tout ça parce que je pense que la détermination de qui sont les tueurs, qui pour moi sont des jeunes fascistes issus de l'élévation militaire, qui ressemblent aux miliciens, et dont je comprends très bien les motifs bourbeux, embourbés. Il n'y a pas de raison particulière de faire comme si, au regard de ces gens-là, les armées occidentales représentaient la civilisation. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait inadmissible. La guerre est la guerre, c'est toujours des tueries qui nous heureuses, et au fond, nous avons nous-mêmes torturé, tué, déporté, tant et plus dans les guerres coloniales, et après. Et nous continuerons à le faire si, comme nos gouvernements le disent, le temps est venu d'une grande guerre contre le terrorisme. Alors ça mène à la réaction de l'État et au personnage de l'opinion publique. Alors, je l'ai dit, l'État me paraît aujourd'hui un acteur secondaire au plan de la structure générale, mais il a une fonction de gestion de sa base locale, c'est-à-dire de faire que sa base locale, à savoir la classe moyenne, la classe moyenne occidentale, réagisse dans la bonne direction. Je pense que la fonction fondamentale d'un État comme l'État en France, c'est de discipliner la classe moyenne. Et ça, c'est spectaculairement l'œuvre de la gauche. La gauche est bonne pour discipliner la classe moyenne. Et c'est pour ça que là, elle est excellemment dans sa position. Je vous rappellerai qu'à l'époque de ma jeunesse, en la guerre d'Algérie, c'était encore une autre affaire, c'était aussi la gauche. Guy Mollet, la gauche, tout ça. Donc il semble que pour discipliner la classe moyenne, en lui disant la guerre, et ce qui n'est pas son habitude, beaucoup, la classe moyenne occidentale, la guerre. On a fait une statistique là-dessus. Combien de gens sont prêts à mourir pour la patrie aujourd'hui en France? 3%. Et 67% de Russes. Alors évidemment, c'est un peu. Donc cette discipline de la classe moyenne sous le grand régime de guerre, c'est aussi une fiction. C'est compris, personne n'est prêt à faire la guerre ici dans ce pays. Personne, c'est pas, c'est sec. Le mot guerre n'est pas à sa place. En janvier, l'État avait utilisé la laïcité républicaine. Cette fois, il essaie d'utiliser le vieux nationalisme, la France de la rose tricolore, couplé à ce qui en est l'éternel ressort, c'est la guerre.
Mais bon, ce couple est évidemment aberrant. Et d'ailleurs, à mon avis, il ne fonctionnera pas longtemps. Alors, je voudrais dire quelques mots sur la France. Alors, la France aujourd'hui, comme on dit, c'est insignifiant, sans contenu affirmatif définissable. Vous savez que c'est que la France. C'est un acteur déclinant un peu de seconde zone de la structure mondiale que j'ai décrite. Alors on dit les valeurs. Les valeurs de la France, c'est quoi? Nos valeurs. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. La France, ce qui singularisait la France, parce que s'il y a des valeurs de la France, on peut demander ce qui les singularise, si c'était quelque chose, c'était la tradition révolutionnaire. C'était la tradition révolutionnaire, républicaine d'abord, à partir de la Révolution 89, puis socialiste, anarcho-syndicaliste, communiste, et finalement gauchiste, entre 1789 et mettons 1976, entre une période historique. Et c'est fini, ça. C'est fini. La France, c'est le plus représentable, de façon décente, comme le lieu privilégié d'une tradition révolutionnaire. Elle est plutôt caractérisée par une collection singulière d'intellectuels identitaires. Syndicalistes, anarcho-syndicalistes, communistes, et finalement gauchistes, entre 17